Bonjour à tous. On va aborder cette table ronde qui est la dernière du CHAM sur les assureurs et leur rôle qu'ils doivent jouer en santé. En particulier, quel sera le rôle des assureurs demain? Et j'ai autour de moi Didier Bazocchi, Lionel Cor, qui est à la Direction Générale du Trésor, Pierre-Emmanuel Blanc, à la MSA, Gérard Vuittepeau, qui est NES, et puis on va dire en distanciel, Pierre-François, qui représente la Fédération française des assureurs. Alors, je me tourne tout de suite vers Didier Bazocchi. Didier, c'est quoi à l'heure actuelle le rôle? Parce que quand même, les assureurs sont très mal connus du monde de la santé en général. Quel est le rôle des assureurs en santé à l'heure actuelle? Quelle est leur mission? Et puis, question subsidiaire, comment tu vois la prospective de ce métier dans quelques années? Oui, bonjour à toutes et à tous. Olivier, merci. Je ne vais pas répondre tout de suite et tout seul à toutes ces questions, parce qu'on est là pour ça. Je veux juste rappeler quelques chiffres et quelques données essentielles pour bien resituer les choses, parce qu'en effet, notre monde est parfaitement mal connu. Alors, il est d'abord constitué de trois grandes chapelles, pourrait-on dire, hein, les mutuelles historiques, Mutuelle 45, le monde paritaire, et puis des assureurs qui sont soit des assureurs mutualistes comme MMA par exemple, ou des assureurs cotés. Les assureurs santé prennent en charge 28 milliards d'euros en 2019 des 208 milliards d'euros de la consommation de services et de biens médicaux. C'est significatif, c'est important. Et contrairement à ce qui est parfois dit, ça n'est pas que de l'optique et du dentaire. Nous sommes un acteur tout à fait déterminant dans la prise en charge de l'hospitalisation, même si le régime obligatoire couvre 92% d'hospitalisation. En réalité, nous couvrons aussi des dépenses extrêmement coûteuses, non seulement la chambre particulière, les forfaits techniques, et ça, c'est souvent oublié. Je vais prendre un chiffre qui est assez peu connu, mais qui est assez important à comprendre, qui explique bien le rôle que nous jouons auprès de nos assurés. Pour un assuré sur 100, aux bornes de la sécurité sociale, il y a un reste à charge de plus de 5 000 euros par an. C'est une enquête qu'on a faite chez nous, dans notre groupe Covea, sur 1,5 million d'assurés sur une année entière, toutes dépenses confondues. Et donc, aux bornes de la Sécu, il y a 5 000 euros de reste à charge pour un assuré sur 100 par an. Une fois que nos mutuelles, ma GMF, sont intervenues, dans 80% des cas, il lui reste rien. Et dans 20% des cas, la moyenne est à 26 euros. Donc on voit bien que le rôle des complémentaires, c'est de mutualiser du risque et c'est de mutualiser aussi du gros risque. Deuxième idée reçue qu'il faut combattre, une fois que les gens sont en affection de longue durée, donc théoriquement pris en charge à 100% par la Sécu, les complémentaires ne servent à rien. C'est archi faux. Les études montrent que pour un âge donné, un patient en affection de longue durée coûte 1,5 à 1,8 fois plus cher à sa complémentaire qu'un patient non ALD. Donc on voit bien que là encore, il y a un rôle de mutualisation du risque sur des pathologies lourdes ou chroniques. Donc ces idées-là vraiment sont très dangereuses parce qu'au fond, ça met en cause un rôle qui est tout à fait essentiel dans l'accès aux soins. Deuxième élément, je crois, qu'il faut noter en introduction, c'est le fait que avec le temps, ça a commencé en 2004 avec la douste-blasie, mais avec le temps, les pouvoirs publics ont fait de nous un supplétif du régime général d'assurance maladie. Avec le contrat responsable, qui au départ était peu contraignant, qui nous obligeait à rembourser quelques prestations, et puis qui est devenu extrêmement contraignant. En 2014, par exemple, avec l'interdiction pour nous de rembourser des dépassements d'honoraires au-delà de 2 fois la base de remboursement. On ne comprend toujours pas pourquoi, mais bon, ou avec le 100% santé. Donc, on est vraiment devenu un supplétif. Et ça induit une image qui est que les cotisations continuent d'augmenter parce que le coût du risque continue d'augmenter. On a des contraintes fortes sur le remboursement et les gens ne comprennent plus bien pourquoi. En effet, on doit exposer pour ça des coûts de distribution, des coûts de gestion. Et au fond, les pouvoirs publics ont construit un système qui présente les coûts d'intermédiation et donc les contraintes et les inconvénients de la mise en concurrence sans en présenter les avantages. Ça a tué l'innovation. Et on fait porter aux complémentaires le poids du caractère sous-optimal du système, alors même que ce sont les contraintes réglementaires et fiscales qu'on leur a imposées
qui en réalité ont généré cette situation. Donc voilà, pour dresser un peu le tableau et essayer de combattre quelques idées reçues, mais on va évidemment parler de tout ça ensemble et regarder le futur. Bien sûr, et je crois que la chose importante justement, c'est de laisser du temps aux questions, donc on va pouvoir revenir sur beaucoup de sujets que tu viens d'aborder. Lionel Corre, en tant que sous-directeur des assurances à la Direction générale du Trésor, quelle vision vous avez des assureurs dans un monde qui est extrêmement contraint, comme l'a rappelé Didier? Comment vous voyez leur rôle et est-ce que le rôle d'aujourd'hui, c'est-à-dire centré sur, même si ce sont des idées fausses sur le remboursement et puis l'optique et le dentaire, est-ce que pour vous c'est un rôle qui va évoluer? Oui, merci beaucoup. Effectivement, la régulation du secteur est assez forte. Alors, je représente le ministère de l'économie et des finances qui, avec le ministère de la Santé, est en fait en charge de la régulation de l'assurance santé en France. Et je pense que nous sommes à un moment charnière. Alors, un moment charnière parce que nous vivons une crise sanitaire et de toute façon, ce sera l'occasion de prendre un peu de recul sur notre système de santé et son financement, et donc les complémentaires. Et puis, je pense qu'on est à la fin d'un cycle dans lequel on a effectivement beaucoup fait évoluer la régulation en général et la réglementation en particulier ces dernières années, dans un sens qui est vécu évidemment comme contraignant par les acteurs, mais qui correspond aussi à des grands enjeux de politique publique. Si je reviens sur les dernières grandes évolutions, alors on a eu évidemment ce contrat solidaire, puis solidaire responsable, qu'on a fait évoluer au fil des années. La dernière grande réforme, c'est effectivement celle de 2015, dans laquelle on a renforcé les contraintes, toujours dans le même sens, pour essayer de maîtriser collectivement les dépenses de santé. En tout cas, c'est un objectif qu'on a poursuivi dans cette réforme. La couverture, notamment des populations les plus modestes, éviter l'antisélection, voilà, c'est des grands enjeux de politique publique que globalement on partage, mais qui nous ont conduit à renforcer encore un peu plus les contraintes sur ces contrats qui sont aujourd'hui la quasi-totalité des contrats sur le marché, puisque c'est la condition pour bénéficier d'un traitement fiscal et social plus adapté. Deuxième évolution importante sur laquelle on peut revenir et récente, c'est l'accord national interprofessionnel, l'ANI, qui depuis 2016 a généralisé la couverture complémentaire dans les entreprises. Elle était déjà très développée, mais depuis 2016-2017, donc les premières années de mise en place, on a quasiment généralisé à tous les salariés du privé la complémentaire santé, ce qui là aussi, en termes de contraintes à augmenter, mais finalement, on a aussi couvert davantage la population pour ces besoins qui sont, comme l'a rappelé Didier, finalement importants. Troisièmement, Didier en a dit un mot, le 100% santé, qui correspond là aussi à un grand enjeu de politique publique, c'est faire en sorte que tous les Français puissent bénéficier d'un socle de soins, de remboursement, que ce soit en optique, que ce soit en dentaire, que ce soit en audioprothèse, de prestations de qualité avec un reste à charge zéro, qui faisait partie d'ailleurs des engagements du président de la République. Donc là, on est encore une fois sur des grands enjeux de politique publique, mais ça veut dire qu'on contraint encore un peu plus, évidemment, les contrats et donc l'offre des complémentaires. Et puis, dernière grande évolution, on est encore en train de la terminer, celle-là, c'est la résiliation infra-annuelle des contrats. C'est-à-dire qu'on est allé au bout de la logique de faciliter le changement d'assureur. On a vu la résiliation annuelle, maintenant, on décide qu'on peut résilier après la première année, à tout moment, et c'est une réforme qui va être mise en œuvre progressivement à partir de l'année prochaine. L'objectif étant de faciliter la vie des Français et d'augmenter la concurrence entre les acteurs. Alors pourquoi je pense qu'on arrive à une époque charnière? Finalement, cette réglementation, cette régulation renforcée visait des objectifs de politique publique légitimes, qui sont de toute façon un choix du gouvernement, du Parlement, mais ça amène effectivement à fixer énormément de contraintes sur les complémentaires, qui peuvent tarifer encore comme elles le souhaitent, mais on le voit, à partir du moment où on fait des réformes, on attend que les complémentaires ne fassent pas exploser les tarifs non plus. On a eu des discussions qui étaient publiques ces dernières années en la matière. On a des discussions en ce moment sur la taxation des complémentaires.
Donc finalement, on se préoccupe, nous aussi, du coût de ces complémentaires. Donc finalement, ce monde est effectivement très contraint. Et par certains aspects, en tout cas, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que les complémentaires sont aujourd'hui des supplétifs de sécurité sociale, mais je pense qu'on a renforcé, en tout cas, la partie de leur activité qui correspond à une extension de la sécurité sociale, ce que certains appellent le rôle de payeur aveugle. En tout cas, cette partie-là, on l'a sensiblement, je pense, augmentée. On peut dire les choses autrement, c'est qu'on a repoussé en fait les limites de la solidarité nationale. C'est-à-dire qu'on pense que globalement, tous les Français doivent bénéficier d'un peu plus que ce que fait la Sécu. Et finalement, ça conduit à augmenter les contraintes réglementaires, les contraintes de régulation qu'on a fait porter sur les acteurs. Et aujourd'hui, la question qu'on doit se poser collectivement, c'est est-ce que le secteur privé est encore légitime ? Et si oui, pour faire quoi ? S'il n'est que le supplétif, ou s'il devient complètement le supplétif de la sécurité sociale, vraisemblablement, la réponse à cette question est non. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait sur la partie, certaines mutuelles, vous le savez, géraient la partie obligatoire en fait. Elle offrait une couverture complémentaire, mais elle gérait aussi la partie obligatoire, finalement, pour ses adhérents, notamment dans la fonction publique. Bon, ça c'est à partir du moment où finalement, ça pour le coup c'est une extension de la sécurité sociale, c'est même de la gestion pour la sécurité sociale, à un moment on a décidé, finalement c'est la sécurité sociale qui le fera. Parce que pourquoi exposer des frais, finalement avec beaucoup d'acteurs, un marché fragmenté, alors qu'en regroupant on peut espérer faire des économies. Et finalement, cette question se pose de la même façon pour des organismes complémentaires qui ne feraient que par extension des choses pour la sécurité sociale. Alors on viendra peut-être justement sur ce rôle à côté de la sécurité sociale tout à l'heure dans les débats. Ce que je voudrais tout de suite, c'est passer la parole à Gérard Vuittepeau, si vous me permettez, pour très, très rapidement nous donner votre opinion, vous, sur le rôle en particulier d'un acteur qui est un acteur affinitaire, c'est-à-dire qui a lui-même une spécificité, c'est-à-dire que sa propre clientèle lui vient historiquement d'un monde, d'une famille, on va dire, professionnelle. Comment vous voyez les évolutions du rôle d'un assureur en santé, justement avec cette spécificité ? Oui, merci et bonjour à toutes et à tous. Si l'occasion se présente, enfin je pense que vous allez la provoquer, j'aimerais revenir sur les sujets de gestion obligatoire d'Annie. On reviendra sur... C'est des questions qui sont tout à fait intéressantes. Parce que, voilà, c'est un débat qui mérite d'être poursuivi et animé. Alors, moi, je parle au nom de la Mutuelle nationale des hospitaliers, MNH, qui s'est, dès sa création, affirmée dans un rôle affinitaire, dans un champ véritablement affinitaire. Aujourd'hui, elle couvre les professionnels de santé, du social et du médico-social, c'est important, salariés et libéraux, établissements publics et établissements privés. Très rapidement, et déjà ça donne quelques perspectives sur son avenir, ça répond à une de vos questions, elle s'est investie dans le champ social et médico-social, notamment du handicap et de la prévention. C'est par exemple la MNH qui a créé le réseau Hôpital Sans Tabac en 1996 avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Puis également, c'est un sujet d'actualité qui a lancé, malheureusement avec la crise du Covid, on n'a pas pu tout mener jusqu'à son terme. Je parle de la grande cause nationale pour l'accès aux soins, pour l'accès à la santé plus exactement, à la santé des personnes en situation de handicap. C'est aussi tous les programmes liés au VIH, de prévention au VIH, il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Et plus récemment, pendant la crise Covid, mis en place l'écoute des professionnels dans un accompagnement psychologique. Ce qui illustre déjà que la mutuelle n'est pas qu'un guichet complémentaire, mais qu'elle prend en compte tous les aspects de la vie professionnelle et santé de son champ affinitaire. Aujourd'hui, son champ s'est encore élargi, c'est également un exemple d'une perspective d'évolution et d'avenir, au-delà de la complémentaire santé. En effet, la mutuelle historique a créé, il y a maintenant plus de 10 ans, une mutuelle prévoyance et une entité économique, NES, une nouvelle entreprise humaine en santé, qui propose des services aux personnes morales, c'est-à-dire aux établissements de santé.
Et on voit bien que cette entité économique est bien dans l'écosystème de la MNH, j'entends la santé. La stratégie menée par le nouveau directeur général qui entend placer le groupe dans un rôle d'acteur de santé, y compris dans les activités économiques. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Sa situation particulière, affinitaire et même privilégiée, puisque je rappelle qu'elle a été créée par des hospitaliers, pour des hospitaliers, gérée par des hospitaliers. Donc ce sont des éléments forts qui nous mettent à une place particulière. Et dans le domaine qui lui permet notamment d'être au fait de toutes les questions de santé, et c'est pour ça que nous sommes aussi des auditeurs assidus des programmes organisés par Guy Valencien. Dans le domaine de l'assurance, les mutuelles en particulier restent très attachées au maintien des solidarités qu'elles ont créées, notamment dans la dimension intergénérationnelle. C'est un des effets insuffisants, si je peux me permettre, de l'ADI. J'ouvre déjà une petite parenthèse. Mais on va revenir. En évitant justement ces effets négatifs, qui ne garantit pas cette solidarité entre les générations. Je dis tout de suite que l'ADI est une bonne chose, hein, mais ça reste incomplet. Sur ce sujet, justement, des solidarités qui ont été créées, il apparaît que, vu pour les hospitaliers qui sont majoritaires, 3 éléments sont prédominants. La spécificité du statut du corps hospitalier, l'égalité de traitement entre tous les agents, à la fois dans la fonction publique hospitalière et également entre toutes les fonctions publiques, ce sont des salariés quand même de droit public, et la solidarité intergénérationnelle, qui est inscrite dans la loi de 2007. Je ne vais pas vous faire un cours de... Dans le domaine des services, le groupe entend se placer dans les innovations qui se dessinent, la télémédecine, CPTS, la prévention pour les principales. Pour conclure, c'est à la fois une situation, un rappel historique, une situation existante et une perspective d'avenir. On peut dire que les promesses successives de la MNH ont été les suivantes. En 1960, au moment où elle a été créée, ça a été « on vous soigne ». En 1970, on vous doit l'action sociale. En 1990, on agit par la prévention. Et en 2000, on vous protège par la prévoyance. Et en 2020, on vous doit plus que la santé. Voilà une introduction qui est Merci. Tout à fait programmatique. On va revenir sur un certain nombre de notions, l'ANI, la territorialisation en particulier. Je pense que ce sont 2 sujets qui sont tout à fait importants. Et la territorialisation, ça me permet de passer tout de suite la parole à François-Emmanuel Blanc de la MSA, Mutuelle Sociale Agricole, qui est donc, pour ceux qui ne savent pas, une des 3 branches du régime de l'assurance maladie pour les agriculteurs. Et donc, ça vous donne un statut qui est double. Vous avez un statut en même temps de régime obligatoire et en même temps un statut un peu de complémentaire par l'intermédiaire du code rural. Et donc, cette spécificité vous fait voir l'évolution des métiers comment ? D'abord, peut-être une rapide présentation. Bonjour à tous. Merci de cette table ronde. Je crois qu'il y a un certain nombre d'enjeux effectivement extrêmement importants pour l'avenir, s'agissant de notre rôle demain. La MSA, Mutualité Sociale Agricole, c'est effectivement le 2e régime obligatoire français. À côté du régime général, nous faisons à peu près 30 milliards d'euros de prestations. Nous avons 6 millions d'adhérents. Nous représentons une action qui est fondée sur les valeurs de mutualisme, encore, donc fondée sur un principe de démocratie participative et qui est assez actif. Nous avons 40 000 personnes qui interviennent au service de la santé du monde agricole et rural, dont 16 000 bénévoles, puisque nous avons des délégués cantonaux qui sont élus tous les 5 ans. Et nous avons dans nos gènes, dans notre ADN, cette démarche de proximité géographique est impérieuse, avec 1500 implantations territoriales. Et nous avons également dans notre démarche cette logique de guichet unique, c'est-à-dire le traitement global de la personne. Et nous sommes opérateurs de protection sociale sur le champ de la santé, sur le champ de la retraite et sur le champ de la famille. Nous exerçons également sur le champ de la santé au travail, puisque nous sommes opérateurs de santé au travail, et nous sommes acteurs de prévention en matière des accidents de travail. Donc, nous développons autour de cette mission de service public tous les attributs d'un régime obligatoire, l'action sanitaire et sociale, en particulier en partenariat, et ceci se nouant dans un partenariat, un esprit de coopération avec l'ensemble des acteurs du secteur, des secteurs. Et nous intervenons également
au titre de notre guichet unique, cette fois-ci XXL, sur de l'offre de services complémentaires en territoire, sur des activités d'insertion. Nous gérons encore quelques structures sanitaires et médico-sociales, comme les MARPA par exemple, qui sont des petits lieux de vie pour personnes âgées. Et nous intervenons également dans une démarche de proximité, d'ingénierie de projet en territoire. Donc notre logique, elle est vraiment d'être dans cette démarche de protection sociale du dernier kilomètre, dont la santé entendue dans son acception la plus large possible. Alors la conception que nous avons de l'évolution du rôle des assureurs sur le champ de la santé, finalement, c'est que notre rôle de régulateur, puisque nous avons tous un rôle de contribution, en tout cas à la régulation du système de santé dans sa globalité, entre les utilisateurs, les bénéficiaires, les patients ou les futurs patients, les citoyens finalement, les effecteurs d'autre part. Nous avons ce rôle de régulation au niveau national, au niveau régional ou au niveau local ou micro-local, qui va sans doute se trouver renforcé dans les prochaines années à travers les notions, disons, de pertinence, d'utilité. Et ça, je pense qu'on y reviendra dans notre démarche, à travers des programmes d'action que nous pouvons partager en partenariat avec les effecteurs, avec les professionnels de santé, mais également avec les bénéficiaires, les patients, les assurés, au titre des évolutions du comportement des assurés, qui eux-mêmes sont très attentifs aujourd'hui aux démarches de promotion de la santé, d'intégration dans leur propre démarche de vie, et bien des comportements différents en matière de santé. Le deuxième axe d'évolution de notre rôle en matière de santé, il tourne autour d'un service plus, c'est-à-dire encore plus de services qui accompagnent notre logique de solvabilisation de l'accès au système de santé. Donc plus de services aux assurés, mais aussi plus de services aux effecteurs, qu'ils soient établissements, qu'ils soient professionnels de santé libéraux, qu'ils soient autres acteurs qui interviennent sur le champ de la santé, et j'ai envie de dire aux collectivités aussi, parce que nous avons en territoire, et notamment dans la ruralité qui nous intéresse en particulier, vous avez beaucoup d'intervenants qui sont légitimes à intervenir pour améliorer l'accès au système de santé, au système de soins pour la population, qui est marqué par, on le sait bien, la ruralité, par la désertification médicale en particulier. Donc les collectivités sont pour nous tout à la fois des partenaires et des bénéficiaires d'un service que nous pourrions apporter en plus en matière d'ingénierie de projet en particulier. Nous avons également aussi une vision qui est celle du renforcement, peut-être d'une sorte d'impératif de responsabilité, d'innovation et d'efficience en tant qu'opérateur global. Et je crois que c'est une dimension qui qui sera sans doute, oui, on ne peut pas parler de risque, mais qui sera sans doute partagée beaucoup plus largement que ce que l'on voit aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette introduction. Il y a cette notion d'opérateur global, on va y revenir parce que quelque part on peut se poser aussi la question de savoir si, d'une certaine manière, un peu comme on a distribué des licences sur la 5G, on ne pourrait pas avoir un contrat social qui se fasse sous l'égide du Parlement, avec la possibilité pour des assureurs qui le souhaiteraient, après tout, de pouvoir assurer au premier euro, et, comme la Caisse nationale d'assurance maladie, et donc d'ouvrir le champ des opérateurs du régime obligatoire, je dirais, à un régime un peu à la hollandaise. Et je pense que cette question-là mériterait d'être posée. Je voudrais tout de suite passer la parole à Pierre François de la Fédération française des assureurs. Pierre, en ce qui concerne le rôle de la FFA à l'heure actuelle, on a vu des tentatives de rapprochement avec un certain nombre d'acteurs. Il y a eu des expériences menées avec les cardiologues, il y a eu des choses. On s'aperçoit quand même que sur le plan du fond, la connaissance des assureurs, et en particulier privés, par les acteurs de santé est quand même assez frustre, voire souvent avec une image un peu négative. Comment on peut faire évoluer ce cadre et faire évoluer cette image pour faire en sorte de mettre en place des projets pour demain? Parce que demain, les projets, ce sera la télémédecine, ce sera plein de choses. Vous m'entendez bien? Oui, allez-y. Vous m'entendez, c'est bon? Je peux continuer? Oui, super. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ça a été rappelé par mes prédécesseurs, on vit un petit peu un paradoxe du fait d'avoir des complémentaires qui aimeraient bien agir autrement qu'en supplétif, comme l'a évoqué Didier, mais qui sont un peu dans un carcan réglementaire. Lionel Lecor l'a presque confirmé et rappelé. Et du coup, l'innovation, les services qui ont été évoqués sont appelés des vœux de tous, mais sont très difficiles à mettre en œuvre.
Et dans notre relation avec les professionnels de santé en particulier, tu l'as rappelé, la mise en œuvre est délicate et difficile. On n'est pas attendu. Et ça, je pense que c'est un point important pour le futur. Je pense que si on veut être complémentaire autrement qu'en étant purement supplétif, et Lionel Corr l'a dit, hein, si on est juste une limite de la solidarité nationale, à un moment donné, la question va se poser notre rôle. Et le rôle, il n'est pas juste de faire, en gros, de payer le ticket modérateur, excusez-moi cette expression un peu technique, parce que, entre guillemets, la Sécu ne le paye pas. Si on s'arrête à ça, effectivement, il n'y a pas d'intérêt. Je pense que les complémentaires au sens large ont prouvé, avec les réseaux de soins par exemple, leur capacité d'offrir des services à l'ensemble des assurés, tout en respectant la relation avec les professionnels de santé, même si ça a été parfois difficile et tendu. Je trouve que les accords et les discussions progressent largement. Et je suis tout à fait d'accord que l'avenir passe par des meilleurs échanges avec l'ensemble des intervenants de la place, une meilleure connaissance partagée de l'écosystème santé. Et je pense de fait une meilleure confiance partagée. Les évolutions réglementaires que Lionel Corr a rappelées, je pense que l'ensemble des fédérations regrettent un petit peu le fait qu'elles aient été déclinées et décidées assez peu dans l'échange entre nous. On n'est pas forcément opposé à une régulation, on y est habitué, quelles que soient nos activités en assurance, hein, au sein de la FFA, c'est une structure régulée de manière classique, l'assurance. Mais plus on fait les choses ensemble, plus on discute, plus on partage et qu'on abrive à des éléments qui sont discutés, et meilleure est ensuite la mise en œuvre et l'intérêt commun. Et ça, je pense que ça manque encore un petit peu. La mise en œuvre du 100% santé s'est faite avec assez peu d'échanges entre les parties. C'était plutôt des bilatérales où on nous expliquait ce qui allait être fait. Et du coup, effectivement, forcément, dans la mise en place, dans les éléments, on n'est pas toujours très content et très d'accord. Et on voit bien la discussion qu'on a parfois entre notre rôle, qui est un rôle qui doit rester dans le monde des complémentaires qui sont régulés par une régulation qui est forte et qui est aussi stricte en termes assurantiels. Hein. On a des contrôles de l'autorité de contrôle, on a la solvabilité à respecter, enfin on a une mutualisation à respecter qui n'est pas la solidarité. Et c'est peut-être difficile à entendre, mais les règles de mutualisation assurantielle ne sont pas les règles de la solidarité nationale. Elles sont très fortes, elles garantissent à tous nos assurés d'être parfaitement couverts, et on est contrôlé en ce sens. Mais il ne faut pas, à mon avis, vouloir mélanger les choses. Sinon, effectivement, la valeur ajoutée qu'on peut avoir ne sera jamais vue. Et comme l'a dit Didier tout à l'heure, on nous mettra plutôt sur le dos les éléments négatifs plutôt que de voir les éléments positifs. Et le positif de demain, c'est vouloir nous faire confiance et vouloir nous donner un vrai rôle. Et si on n'arrive pas à ça, effectivement, les éléments qui sont évoqués par certains vont perdurer et on va plutôt parler uniquement des coûts, des complémentaires, plutôt que de réfléchir à la valeur ajoutée qu'elle pourrait apporter sur plus de services, plus de prévention, plus d'accompagnement dans les soins, participer par exemple à des éléments comme le parcours de soins, des éléments d'assistance de nos assurés et de l'ensemble des Français, parce qu'on voit le succès de la complémentaire, il est là. Quasi 100% des Français en ont une. Merci beaucoup Pierre pour ce propos liminaire. Un point qui me semble important, il y a un acteur qui n'apparaît pas ici et qui pourtant fait partie des grands fantasmes de tous. C'est les GAFAM, c'est les startups qui veulent présenter d'autres modèles d'assureurs complémentaires. Et j'aimerais bien avoir très rapidement autour de table votre position par rapport à ça. Vous le vivez comme une menace, vous le vivez comme une opportunité. Est-ce que, Didier? C'est un vaste sujet. Bon, d'abord, les GAFAM, aujourd'hui, n'ont pas montré une réelle volonté d'offensive dans le monde de l'assurance, en général d'ailleurs, et pas uniquement de l'assurance santé, ni dans l'assurance santé. Ce qu'on peut imaginer d'ailleurs, c'est compte tenu des réglementations spécifiques à l'assurance et à l'assurance santé de chacun des pays, qu'elles se présentent plutôt sous forme de courtiers, et donc qu'elles essaient de se glisser, et c'est une vraie menace, hein, qu'elles essaient de se glisser entre le consommateur de soins, notre client, et l'assureur. Et si elles arrivent à faire ça, comme d'ailleurs les comparateurs l'ont fait dans l'hôtellerie, hein, on a bien vu les dégâts que ça a fait, si elles arrivent à faire ça, évidemment, elles seront en capacité, avec des capacités importantes de traitement de données, de data mining, elles seront en capacité de mettre en concurrence les assureurs aux dépens des assureurs et probablement en tuant la marge et donc l'existence même parfois des assureurs. Donc la véritable menace, elle me semble là, plutôt que de les voir débarquer, mais je peux me tromper totalement, on verra, de les voir débarquer. Donc c'est une véritable menace, et il faut d'ailleurs, et on le voit bien en France, il y a dans l'assurance santé un acteur innovant qui s'appelle Alan, on voit bien que l'innovation
en matière d'Internet, elle tient à la rénovation du parcours client et à la simplification du parcours client, sans couture. Et ça, bon, on travaille tous sur ces sujets-là dans le monde de l'assurance. Hein. Nous essayons, à partir de nos historiques, de nos systèmes d'information qui sont parfois complexes, de simplifier le parcours client au maximum pour qu'on soit multimodal et que le client puisse passer du téléphone au physique, à Internet, de manière totalement fluide. Ce n'est pas encore tout à fait réalisé pour les acteurs historiques, parce qu'il y a encore une fois le poids de nos systèmes d'information et de nos organisations. Mais c'est là qu'il y a un risque de disruption qui est réel, je crois, et qu'il faut prendre avec beaucoup d'attention, et je crois sur lesquels les acteurs travaillent tous. Lionel, comment vous voyez ça, l'arrivée dans un monde aussi réglementé, comme le rappelait Didier tout à l'heure? Comment vous voyez l'arrivée de ces nouveaux acteurs potentiels? Parce que pour le moment, ça reste encore du déclaratif. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas partir du principe qu'ils ne vont pas arriver ou que ça va être compliqué parce que ce sont des acteurs qui sont capables de faire ce qu'il faut en matière réglementaire pour s'y mettre. L'un des grands coups d'entrée dans l'assurance et le capital, ils en ont beaucoup. Donc si les GAFA veulent vraiment prendre pied dans l'assurance en Europe, en France et en particulier dans la santé, ces acteurs le peuvent. Et donc je pense qu'il faut plutôt s'y préparer. On a fait un peu de teasing tout à l'heure sur l'avenir des complémentaires. Nous, au ministère de l'économie et des finances, nous pensons que les acteurs privés, qu'ils soient mutualistes, qu'ils soient paritaires, qu'ils soient commerciaux, peuvent nous apporter, doivent nous apporter demain simplement. Vraisemblablement, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne va pas faire de la complémentaire santé tout à fait comme on l'a fait par le passé. Parce qu'on a fait évoluer finalement les frontières de la solidarité nationale, de la régulation. Il y a un certain nombre de choses qu'on a contraints. Et donc, vraisemblablement, le champ de développement et ce que va nous apporter le secteur privé, c'est sur le reste, sur autre chose. Et sur ce autre chose, c'est de l'innovation. Et donc, ce serait un peu dommage que ce soit les GAFA qui nous apportent finalement l'innovation dans le secteur de l'assurance en général et dans la santé en particulier, alors qu'on a des acteurs qui font ce métier-là depuis longtemps, qui pour certains sont affinitaires, connaissent leur population depuis longtemps. On a des startups. Il y en a une qui a été citée, puis on a des startups qui proposent des services, qui proposent un certain nombre de briques qui finalement peuvent apporter à des acteurs traditionnels qui ne sont traditionnels que de nom. Il ne tient qu'à eux dans leur façon d'être, dans leur façon de proposer du service, d'évoluer. C'est d'ailleurs le cas beaucoup. On travaille sur les parcours clients effectivement et améliorer le service finalement très général aux clients, ça fait partie des innovations qu'on attend. Et donc, je pense que la réponse finalement aux GAFA, qu'ils viendront ou qu'ils ne viendront pas, c'est tout simplement d'être au moins aussi innovants qu'elles. Et les acteurs sur le marché partent avec de l'avance parce que certes, ils n'ont pas le même background que les GAFA, mais ils connaissent leur secteur, ils connaissent leur population d'assurés. Alors Pierre-François, j'ai une question pour vous. C'est un peu taquin, mais quand on voit un peu la demande de Lionel qui nous dit il faudrait innover, il faut oser innover, il faut aller chercher l'innovation et créer de la... Et que de l'autre côté, on voit l'encadrement fait par la direction de la sécurité sociale et par l'État. Comment on peut résoudre un peu ce paradoxe pour quelqu'un qui a une vision un peu généraliste de la profession? Ça semble un peu contradictoire. Oui, effectivement, c'est d'autant moins aisé, on va dire, que dans une bonne partie des problématiques qui touchent la complémentaire santé, on n'a pas de capacité, par exemple, à déposer des brevets. Donc, on sait que l'innovation nécessite parfois des investissements significatifs. S'il n'y a pas une certaine protection de ceux qui investissent par des schémas type brevet et qui peuvent être copiés du jour au lendemain par tout le monde, eh ben, c'est délicat d'oser mener de tels investissements. Donc on a certes des développements qui ont été cités par Gérard en particulier autour de la prévention des services qui s'établissent et qui ont parfois du mal à être aussi importants qu'on souhaiterait qu'ils le soient. Si je reprends l'exemple des GAFA, je suis assez d'accord avec ce qu'évoquait Didier. Aujourd'hui, ils peuvent être très présents dans la distribution avec toute leur force, on le sait, de relations clients. Je vais être un petit peu ironique, mais ce qui nous protège peut-être de leur capacité à être assureurs en France, c'est que pour une entreprise, parce qu'elles sont généralement américaines ou en tout cas, on va dire anglo-saxonnes, la rentabilité en France de la santé est largement insuffisante pour que ça les attire de mettre autant de fonds propres sur des rentabilités aussi faibles. Donc à la limite, par certains côtés, les difficultés du marché français nous protègent. Mais il y a vraiment le côté quand même carcan réglementaire et pas aidant, hein, parce que il est par exemple aujourd'hui impossible à un opérateur d'avoir certaines innovations si elles s'éloignent, enfin si elles l'empêchent d'être dans les contrats responsables.
Donc, je ne vais pas rentrer dans des exemples parce que ça nous mènerait trop loin, mais il y a tout un cas de figure où des opérateurs ont réfléchi à des offres innovantes, mais ils se sont assez vite heurtés au fait que ces offres-là n'étaient plus responsables. Et donc, si on veut cumuler l'offre responsable et l'innovation, on arrive à des mises en œuvre qui sont difficiles et qui malheureusement s'éloignent un petit peu des standards de marché et qui, en termes concurrentiels, deviennent très difficiles à positionner. Alors, je voudrais revenir sur un autre sujet qui est la territorialisation. Là, je me tourne vers Gérard Vipot et François-Emmanuel Blanc, parce que c'est vraiment votre... Est-ce que demain, on peut rêver de passer, par exemple, avec la MNH ou avec la MSA, quand on est un élu local dans un petit village de Bourgogne, je prends mon cas personnel, parce que si éventuellement vous me faites des propositions de services, ça pourrait vraiment être tout à fait intéressant. Mais est-ce qu'on pourrait rêver d'une certaine manière avec ces municipalités, cet intérêt qu'ont les territoires et qui est très bien montré pendant la crise du Covid, à avoir des stratégies efficientes au plus près des bassins de vie? On pourrait rêver à travailler avec vous sur des mises en place de services particuliers, ça peut être de la télémédecine, ça peut être des centres de santé particuliers, des maisons de santé pluriprofessionnelles. Est-ce que c'est des projets qui sont éventuellement dans vos cartons ou est-ce que c'est quelque chose qui reste dans le domaine purement expérimental? Alors, je vais reprendre ce que vient de dire Pierre sur les brevets. Je ne sais pas si on peut tout dire parce qu'après les idées sont reprises, n'est-ce pas Pierre? Plus sérieusement, oui, les opérateurs de santé, dès lors qu'elles se situent dans une prospective dynamique, qu'elles ne veulent pas rester au rang d'un guichet supplétif, doivent s'inscrire dans de telles perspectives. C'est un petit peu le cas de la MNH qui a une approche bien particulière, qui connaît le milieu de la santé, et notamment dans les rôles de coordination, de création de CPTS, dans des rôles plus actifs, des actions de prévention, pour peu que les financements soient associés et complémentaires, si je puis dire. Les mutuelles ne vivent que des cotisations de leurs adhérents. À elles de bien gérer les marges, de bien faire comprendre à leurs adhérents d'abord et ensuite au milieu professionnel d'une façon générale qu'on agit non seulement pour nos adhérents mais pour une communauté professionnelle, c'est le cas de la MNH par exemple. Donc la réponse est oui pour les CPTS, la réponse est oui pour des programmes de prévention, qu'ils soient dédiés à la population hospitalière ou du grand public. On doit pouvoir le faire dès lors qu'on sait le faire, c'est notre cas et c'est notre ambition également. D'accord. Et pour la MSA? Ah oui, bien sûr. Ce n'est pas seulement à titre expérimental qu'on intervient, c'est-à-dire c'est vraiment très actuel, aussi bien sur l'accompagnement de la création de l'exercice coordonné, les CPTS, des maisons de santé, donc on le fait en territoire rural, bien sûr. Nous allons déployer également, à l'échelle d'une région entière, une plateforme pour nos bénéficiaires, pour nos assurés, une plateforme d'assemblage de services santé et sociaux, mise à disposition d'informations pour construire finalement du service sur mesure pour chacun de nos adhérents. Je peux donner également comme exemple, au titre des actions de prévention que nous organisons en toute proximité, je pense que nous sommes l'un des seuls opérateurs à pouvoir réaliser une action un soir à Espalion, dans Aveyron, je sors de la Bourgogne, je vais en Aveyron, avec 100 personnes sur la prévention du cancer du sein. Et nous le faisons régulièrement, avec nos élus locaux, nos délégués cantonaux, et nos assistantes sociales en particulier, ou nos chargés de prévention, qui travaillent en synergie dans cette approche de toute proximité. Je disais tout à l'heure, nous sommes protection sociale du dernier kilomètre, mais là, on est dans la protection sociale du dernier 100 mètres. Nos élus sont vraiment, ils sont natifs des secteurs et des cantons. Donc oui, alors pour ce qui concerne votre commune, dont je ne connais pas exactement le nom, mais en Bourgogne, nous intervenons... C'est juste un exemple. Voilà, nous intervenons également, bien sûr, sur tous ces sujets. Donc nous faisons également des appels à projets prévention territorialisés. À partir d'un diagnostic, d'une étude de besoins, nous avons un site qui s'appelle GeoMSA qui permet d'identifier un certain nombre de besoins territorialisés et c'est en fonction de ces besoins que nous lançons des appels à projets pour répondre à ces besoins qui sont donc offerts. Et la plupart de l'offre de services en territoire de la mutualité sociale agricole résulte de la demande portée par nos délégués cantonaux.
c'est un mutualisme encore très actif dans un régime obligatoire. C'est une singularité historique qui reste et qui est d'avenir, je pense, peut-être pour l'ensemble de la protection sociale. Si on parle de... J'aimerais Didier. dire un mot et Oui, revenir vas-y. sur ce qu'a dit Lionel, parce que je ne suis pas totalement d'accord. Il se trouve que MMA, dont j'ai la charge, est le deuxième assureur en France des professionnels et des entreprises dans le domaine des dommages et responsabilités. Et moi, ce que je vois tous les jours, au quotidien, c'est que c'est partie intégrante de notre métier d'assureur que de faire de la prévention et de maîtriser le risque. On fait des visites de risque chez les clients, on les accompagne, etc. En réalité, on ne peut pas le faire en santé, parce que la réglementation ne nous le permet pas, et que, comme l'a dit Pierre, il n'y a pas de modèle économique. Donc, il ne faut pas nous dire qu'on n'est pas innovant. On nous empêche d'être innovant. Un acteur économique, alors il y a des cas particuliers évidemment, parce que la MNH est affinitaire, donc elle a une sorte d'intégration verticale avec son milieu, donc ça facilite les choses. La MSA est un opérateur au premier euro, et évidemment ça change la donne. Mais pour tous les autres, enfin la plupart des acteurs de marché, en réalité, le contrat responsable et la réglementation qui s'est ébauchée est tellement sophistiquée depuis 2004, fait que nous sommes totalement suradministrés et qu'il n'y a pas de modèle économique à faire notre métier. Il faut le dire clairement. Donc, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut, mais disons-le. Donc si on veut vraiment... Un assureur, c'est un acteur de la prévention. C'est son métier de prévenir le risque pour ne pas avoir à le rembourser. C'est basique. Et donc, si on nous laisse faire notre métier, on le fera. Justement, je voudrais juste, avant, revenir sur cette étatisation, ce rôle un peu supplétif, et je me retourne vers vous, Gérard. Vous parlez de solidarité intergénérationnelle. En particulier, je pense que dans une mutuelle comme la vôtre, d'abord, la solidarité intergénérationnelle dans l'esprit mutualiste, c'est quelque chose d'important. On a parlé de l'ANI. Et quand on a préparé la table ronde, en particulier, je posais la question à Lionel de savoir si éventuellement il pouvait y avoir une ANI pour la fonction publique. Et Lionel n'a pas dit non. Il dit on peut y penser, ça peut faire partie des pistes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur ce plan-là? Parce que là, ça poserait un problème, en particulier sur une structure affinitaire comme la vôtre, qui serait un problème majeur. Oui. Enfin, il me semble. Bien sûr, absolument. Je vais revenir un petit peu sur ce qu'on disait sur les GAFA tout à l'heure. Je partage le point de vue de Pierre sur la non-rentabilité du marché français. Sans parler des obstacles institutionnels, conventionnels, assurance maladie, enfin bref, une réglementation qui peut être quelque peu rédhibitoire. Néanmoins, il faut quand même se méfier de leur puissance numérique dans la digitalisation et dans la gestion de la relation avec le client. La concurrence, pour descendre d'un niveau, celle-là et d'autres, c'est une bonne chose. Prévue, fixée par la loi, elle résulte d'une directive européenne, c'est très bien. Seulement, on s'aperçoit des effets pervers. Des effets pervers, c'est-à-dire tant certains assureurs, les GAFAM par exemple, ou d'autres, même parmi les mutuelles, qui commencent, et non des moindres, j'en ai une en particulier que vous me permettrez de ne pas citer, qui sélectionnent les personnes et donc les risques. De préférence des jeunes qui ne consomment pas, qui n'ont pas besoin de soins, en écartant, en ne s'adressant pas aux plus âgés. Ça me permet de vous parler de l'ANI, qui certes est une bonne chose. J'ouvre une grande parenthèse pour dire que dans la fonction publique, il n'existe rien de comparable. Les procédures de référencement ne vont pas aussi loin. C'est une question de coût, c'est une question de volonté politique, peu importe, je ne vais pas faire de commentaires. Il n'empêche que c'est incomplet parce que la solidarité intergénérationnelle n'est pas mise en œuvre, elle n'est pas assurée. Et dans un pays comme le nôtre, je trouve que ce n'est pas bien, c'est même indigne. Quand on connaît la pyramide d'âge française où la population vieillit bien, vit plus longtemps, laisser ces gens sans protection, sans régulation, parce qu'il n'y en a pas, la loi E20 n'a pas été complètement appliquée, les dispositifs qui existent actuellement ne le sont pas non plus, suffisamment précis, suffisamment protecteurs. Quand on est actif, très bien. Quand on devient retraité, on est souvent... et il y a beaucoup de gens qui sont démunis et qui restent sur le bord du chemin. Ça, c'est pas bien pour un pays comme le nôtre. Voilà, donc
La réglementation qui doit peut-être arriver dans la fonction publique, qui existe déjà, pas encore pour les hospitaliers, doit prendre en compte ce que je disais, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'égalité de traitement et la solidarité intergénérationnelle, pour avoir un modèle complet, un modèle social et économique à la fois. Lionel, est-ce que vous voulez intervenir sur le sujet ? Oui, je peux en dire un mot. Alors pourquoi pas réfléchir à l'ANI. Je ne suis pas sûr que ça s'appellera l'ANI d'ailleurs dans la fonction publique. Il faudra certainement faire autre chose. Mais on va encore dans la contrainte si on va là-dessus. Donc finalement, il faut quand même se poser la question. Et je pense pour ma part qu'il n'y a pas de contradiction entre réglementer fortement et innovation. Tant qu'on se pose la question en fait, de la limite de ce qu'on veut réglementer fortement. La question, c'est comment on réglemente. Nationale. Comment on réglemente. Donc il y a une partie qui va rester réglementée fortement. C'est celle dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Et nous, on est prêts à travailler avec vous dans les années qui viennent. Encore une fois, c'est ce que je disais dans l'introduction. Je pense qu'on a un moment charnière. Donc pour se poser la question ensemble de cette frontière, alors est-ce qu'il faut aller encore plus loin avec un ANI plus généralisé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, où est-ce qu'on met la frontière? Et comment, sur le reste, on décide, nous, que on dépasse le cadre de ce qui doit être fortement homogénéisé entre les Français, ce qu'on peut appeler le domaine de la solidarité nationale, sur lequel il y a beaucoup de public, il y a un peu de privé, qui d'ailleurs pourrait devenir un peu plus public par l'avenir, on ne sait pas. Mais surtout, qu'est-ce qu'il reste et comment on vous aide à innover? Nous, on est vraiment à votre disposition. S'il faut travailler sur les brevets, s'il faut travailler sur un certain nombre de sujets qui ont été évoqués aujourd'hui, et je pense que les années qui viennent, même les mois qui viennent, en tout cas, nous, on est à votre disposition pour travailler ensemble, essayer justement de fixer cette frontière le mieux possible, en tout cas, faire des propositions en la matière, y compris au Parlement, au gouvernement, pour vous permettre d'innover et de faire face aux GAFA, parce que je pense encore une fois qu'il faut... nous, on ne pourra pas vraiment faire le barrage de notre corps ou de notre réglementation face aux GAFA, si vraiment elles font l'effort de venir. Donc, je pense faisons cet effort collectivement pour vous permettre de proposer ces services innovants. J'ai toujours adoré participer à des moments historiques. Je pense qu'on peut dire que c'est un moment historique, cette table ronde. Alors, me permettre, simplement un petit mot pour rebondir, mais vraiment un mot, Gérard, pour dire qu'effectivement, on a le savoir-faire, on a la proximité, on n'est pas plus mauvais qu'eux, bien au contraire. Et donc, je prends acte de votre déclaration et on prendra rendez-vous après. Merci. Volontiers. Emmanuel. Oui, je reviens sur les GAFA, plus exactement l'innovation associée au numérique, aux nouvelles technologies, enfin en tout cas à la gestion de la data. Moi je trouve que c'est quand même une chance. Je ne sais pas si ça serait une chance que les GAFA interviennent sur le domaine de l'assurance, je ne suis pas certain d'ailleurs, effectivement. Par contre, ce que je considère, c'est que l'innovation technologique est quand même une chance pour la santé. Bien sûr. Et ça, c'est fondamental. Et on peut aujourd'hui, grâce aux données de santé ou grâce aux données collectées notamment par les GAFA aujourd'hui, on peut regretter qu'il n'y ait pas de GAFA européens ou français, mais au-delà de ça, cette technologie-là est une chance par rapport à notre mission, par rapport à notre vision, qui est quand même de faire grandir la santé. Et la santé, c'est quand même un des attributs, s'il en est, des personnes, de la personnalité, du développement personnel et de l'état de bien-être. Donc tout ce qui va dans ce sens-là, moi je trouve que c'est bon à prendre. Il faut, comme on est dans un domaine qui est quand même sensible, effectivement, avoir des cahiers des charges qui soient à même de garantir qu'il n'y ait pas de sélection de risques du point de vue de la santé, des assureurs santé, qu'il ne puisse pas y avoir non plus de sélection adverse, donc ça veut dire une assurance obligatoire pour que les assurés qui considèrent qu'ils n'ont pas de risque à couvrir ne s'assurent pas, donc comptant après sur la solidarité nationale ou l'assistance pour prendre en charge leur gros pépin de santé éventuellement. Mais dans ce contexte-là, dans un cahier des charges qui serait de qualité, je pense qu'on peut imaginer d'avoir une ouverture plus importante au premier euro dans le rôle des assureurs que l'on a aujourd'hui sur le territoire français. Mais il faudrait sans doute qu'il puisse y avoir des tailles critiques atteintes, une régulation extrêmement forte, au sens une garantie de qualité d'intervention et de morale d'intervention, d'éthique d'intervention, qui soit absolue pour la population. On est bien dans un régime universel. Et moi, je rappelle également que assurance santé, faire grandir la santé, ce qui est notre rôle, c'est aussi faire grandir la solidarité, parce qu'on sait bien que la santé individuelle n'existe pas sans les autres. Et faire grandir la solidarité, ça passe par ces principes à rappeler, je crois, fortement dans une ouverture demain.
Alors Pierre, je vous passe la parole tout de suite. Si on est sur un moment historique, comment d'abord vous interprétez la main tendue de Lionel? Et puis la deuxième chose, c'est si on regarde l'organisation de la protection sociale, par exemple en Hollande, le système hollandais est basé sur des structures qui sont des structures privées, qui s'engagent elles-mêmes sur un cahier des charges, comme le rappelait François-Emmanuel. Vous, qu'est-ce que vous en dites à la FFA? Est-ce que demain, vous êtes capable de prendre une licence 5G de solidarité nationale? Est-ce que Didier est capable de le faire? Est-ce que Gérard est capable de le faire également? Alors, j'entends bien la main tendue de Lionel. Effectivement, ce sera une prise de rendez-vous rapide, je pense, qu'il sera sollicité. Et comme il l'a dit, en lien avec le ministère de la Santé, parce que je pense que c'est un sujet qui doit être traité ensemble. Et je pense que la FFA est tout à fait prête à être fédérative, et avec même les deux autres fédérations, parce que je pense que c'est un sujet qui concerne l'ensemble des complémentaires. Hein, donc les trois fédérations, je pense, peuvent travailler de concert aussi type de démarche. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le monde de l'assurance est habitué à la régulation. Donc, comme l'a rappelé M. Blanc, avoir des règles qui sont fixées à l'avance et sur lesquelles tout le monde s'accorde, ce n'est pas du tout quelque chose qui nous pose question. Ce qui nous intéresse, c'est que ces règles soient fixées ensemble et qu'elles permettent justement aux acteurs de se positionner. Et comme l'a dit Didier, aux acteurs de se positionner avec un modèle économique. Parce que si on était tous fervents d'innovation au point de se dire il faut absolument y aller, ce serait surprenant que personne n'y aille s'il n'y a pas de modèle économique. S'il y a un modèle économique, le marché est tellement concurrentiel que des gens vont y aller. Donc aujourd'hui, on va plutôt dans des démarches de technologie, digitalisation, parcours client. Si on veut y ajouter des vraies innovations au titre du parcours santé, de notre rôle dans l'écosystème de la santé, il faut nous intégrer dans les réflexions autour de l'écosystème de la santé. C'est tout. Et donc, quand on parle du Ségur hôpital ou du Ségur des professionnels de santé, si les complémentaires ne sont pas des vrais interlocuteurs de ces discussions, bah, ce sera très difficile de toute façon de les intégrer ensuite. Donc je crois qu'il y a vraiment, effectivement, un travail à mener ensemble pour aboutir à des propositions communes, et l'ensemble des assureurs au sein de la FFA sont tout à fait prêts à participer à ces échanges, à imaginer à la limite même des espèces d'innovations communes qui soient proposées à tous et qui soient sélectionnées par certains selon des cahiers des charges très clairs et très définis, et qui nous permettent de nous investir. Alors, le mot premier euro fait toujours peur en France. Il ne s'agit pas forcément d'utiliser toujours le mot assurance au premier euro, mais en tout cas, dans un rôle qui n'est pas que le supplétif qu'on évoquait tout à l'heure et qui nous permet de montrer notre valeur ajoutée et d'accompagner les Français dans leur prévention et dans leur protection sociale, au même titre, comme l'a rappelé Didier, que l'ensemble du monde de l'assurance le fait déjà très très fortement sur le monde de l'assurance de biens et de responsabilité. Et avec beaucoup de succès, au-delà des débats récents sur la perte d'exploitation, mais indépendamment de ce phénomène ponctuel, douloureux mais ponctuel, l'ensemble des protections en France en assurance de biens et de responsabilité, si on compare au marché européen ou même mondial, est de très très bon niveau. Didier, tu voulais intervenir? Non, mais moi je me réjouis d'entendre Lionel et cette proposition. Il y a un aphorisme de Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, qui disait l'État et le marché sont imparfaits, c'est pour ça qu'ils doivent coopérer. Je trouve ça intéressant. Et cette symétrie qu'il faut retrouver dans les échanges, elle est tout à fait fondamentale si on veut que les assureurs jouent effectivement le rôle. Alors ils doivent le jouer évidemment dans un cadre réglementaire bien établi, selon le rôle qu'on leur attribuera et sur lequel évidemment nous souhaitons pouvoir travailler avec les pouvoirs publics. On verra quelles sont les contraintes réglementaires à établir. Tu parlais tout à l'heure de solidarité, de non-exclusion, tout ça évidemment doit être posé et il y a un cadre réglementaire. Mais là aujourd'hui, ce dont il faut sortir, me semble-t-il, mais j'entends la déclaration de Lionel comme une ouverture forte, c'est la suradministration. Donc sortons de là, retrouvons des modèles économiques. Notre conviction à tous dans cette profession, c'est que les assureurs santé, ils l'ont montré par le passé, Pierre le rappelait avec, dans les années 2000, la création de réseaux optiques ou audio, les assureurs santé doivent être utilisés aussi par la collectivité et au sens de l'intérêt général pour apporter ce qu'ils peuvent apporter. On a le sentiment aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et c'est dommage. Et donc changeons ça. Le sentiment de suradministration, il est général. Je crois qu'on l'a vu avec la crise. Le fait en particulier d'avoir une dimension très jacobine des directives qui partent du 14 Ségur pour arriver sur le terrain, ça a montré non seulement son inefficacité, mais en plus même sa dangerosité dans un certain nombre de situations, mais surtout le fait que ça pouvait stériliser des coopérations entre acteurs qui pouvaient se monter de manière importante.
et très naturellement sur les territoires, qui sont des terreaux très fertiles, justement, à ce que les gens puissent créer des choses ensemble. Il ne restera pas moins pardon, que, j'en reviens au propos de Pierre, quand il parlait de connaissance des acteurs et de reconnaissance par les acteurs, il va falloir que vous travailliez sur un assureur, ça devient un partenaire naturel d'un médecin, d'un pharmacien, d'un syndicat de médecins. D'une région. Oui. D'une région. Oui. Parce que ce n'est pas facile quand on voit les déclarations à l'heure actuelle d'un certain nombre de syndicats, en particulier de médecins par rapport aux assureurs, ou un certain nombre de déclarations d'autres professions de santé. On n'est pas dans un climat de confiance qui est majeur. Comment vous allez pouvoir gérer ce genre de choses? Et c'est un peu là-dessus que je voudrais terminer la table ronde, puisqu'il nous reste 3 minutes comment vous allez retrouver, pour créer cette innovation, en fin de compte, un terrain de partenariat avec tous les acteurs, intégrant les collectivités locales de la région jusqu'à la municipalité, pour faire en sorte qu'on puisse faire des projets qui sont passionnants et surtout utiles pour les territoires et la population. Je vais bien me lancer. Moi, je pense que d'abord, c'est une question de posture institutionnelle, c'est-à-dire une posture de coopération et d'ouverture est nécessaire pour aller sur ces enjeux qui sont des enjeux aujourd'hui au cœur du débat public. Donc, il y a un débat public, il faut pouvoir être en mesure de participer sincèrement à ce débat public en apportant toute sa conviction, toute sa connaissance du secteur et des territoires. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, on parlait tout à l'heure de concertation des assureurs dans les moments de démocratie nationale, locale ou régionale. Je crois que les instances de démocratie sanitaire existent. Il faut mieux les faire vivre encore à travers les conférences de territoire, à travers les conférences régionales de santé ou la conférence nationale de santé qui existent. Mais je pense qu'il y a des apports à faire dans ces instances-là pour les faire vivre de manière peut-être plus active que ce qu'elles vivent aujourd'hui. Gérard, vous partagez cette... Oui. Moi, je voudrais insister sur la notion de territoire qui, à mon sens, va prendre de plus en plus de place, d'importance. Maintenant, si on veut, il faut qu'il y ait des volontés partagées. Je pense que de plus en plus, on en rencontre. Ensuite, il faut se situer, c'est un petit peu notre ambition, notre vision, que de nous situer dans des rôles de coordination, pas d'opérateurs proprement dit. Exemple, les CPTS. Les CPTS doivent être de création libérale. C'est très bien. Parce que la médecine de ville doit être encore mieux associée au système de santé, mieux intégrée. Et donc, dans les CPTS, on trouve tous les acteurs, les pharmaciens, les kinés, les infirmières libérales, les établissements de santé, les labos, les cabinets de radiologie. Après, il faut quelques moyens, un modèle économique. L'État a commencé à investir des modèles économiques pour bâtir ces communautés professionnelles de territoire, parce que je parle sous contrôle d'un médecin. Les approches en termes de médicalisation, de systèmes médicaux, c'est le triptyque patient, territoire, pathologie. C'est comme ça qu'on y arrivera et c'est comme ça qu'on arrivera à fédérer et à rassembler les volontés partagées. Pierre, vous partagez cette... il nous reste 40 secondes, donc un mot. Oui, je vais aller très très vite. Alors 2 mots, oui. Je rajouterais que je pense qu'il faut qu'on se connaisse mieux. Clairement, les parties prenantes ne se connaissent pas assez bien. Didier l'a rappelé au début, qu'est-ce qu'on fait, quel rôle, quels sont les enjeux, ils ne sont pas assez connus. Et c'est, moi je dirais, le diptyque de connaissance-confiance qu'il faut vraiment faire vivre et développer dans le futur. Didier? Je suis parfaitement d'accord avec Pierre. Il faut aussi accepter la pluralité. Il y a des solutions CPTS, mais il y a peut-être d'autres solutions. Par exemple, Bercy vient d'annoncer la création d'obligations à impact social. Voilà un très bel outil qu'on peut utiliser demain pour déployer de l'action locale. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On a fini cette table ronde à l'heure. Guy, tu veux nous rejoindre? Je vous rejoins. Juste un petit clin d'œil à un anniversaire. Le 26 septembre, l'anniversaire d'Olivier Mariotte. Veux-tu? Voilà. Eh bien, écoutez, Cham n'est pas terminé. Nous avons encore 3 Cham Talks jusqu'à la fin de l'année. Le prochain aura lieu le mardi 13 octobre de 18h à 19h sur le thème essentiel de la lutte contre la criminalité, de la contrefaçon des produits de santé, notamment des médicaments, qui est une criminalité qui explose dans le monde. Je vous remercie tous les participants,
les orateurs, les modérateurs, la technique et nos partenaires, bien sûr, qui nous ont accompagnés dans ce moment difficile en essayant de créer un CHAM virtuel le plus présentiel possible. Merci à tous et à toutes